Dziękuję wszystkim, że jesteście z nami dzisiaj. Chciałbym przypomnieć w sprawach technicznych, że mamy dzisiaj tłumaczenie syntetyczne na kanale numer 1 w języku polskim, i na kanale numer 2 w języku francuskim i na Zoomie również mamy tłumaczenie, więc po prostu włączyć przycisk i wybrać język, proszę Państwa, wolę na Zoomie. Więc otwierając to spotkanie, chciałbym w imieniu całego zespołu francuskiej Uniwersytetu Warszawskiego podziękować za gościnność pani dyrektor Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, pani Cecylii Nowak oraz kierowniczce Zakładu Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich pani profesor Ani Młynarskiej-Sobetyńskiej. Mam nadzieję, że taka próba współpracy będzie nie pojedynczym wydarzeniem, ale pierwszym etapem na drodze stałych kontaktów naukowych w ramach stosunków pomiędzy francuską i polską wspólnotą prawniczą i ogólnie, powiedzmy, akademicką. W sposób oczywisty moje serdeczne podziękowanie kieruję także w stronę pani profesor, która jest nie tylko aktorką, ale również współkoordynatorem dzisiejszego wydarzenia. Serdecznie dziękuję za pomoc. Dlatego pozwolę sobie również jeszcze raz wyrazić jej swoją wdzięczność za niezbędną pomoc w organizacji tego spotkania. Chciałbym podziękować także panu profesorowi Aleksandrowi Jala, który jest dyrektorem Centrum Studiów i Badań Porównawczych Instytucjonalnych i Politycznych, albo w języku francuskim Centre d'études et de recherche comparative constitutionnelle et politique, Uniwersytetu w Montpellier na południu Francji. Słoneczne miejsce na południu. Za przyjęcie naszego zaproszenia. Na koniec tego krótkiego wstępu pragnę podziękować całej publiczności za uczestnictwo w dzisiejszym wydarzeniu, zachęcając jak najbardziej wszystkich z Was do udziału w dyskusji. Teraz, aby nie wręczać naszych tłumaczy, przyjdę na język francuski w celu krótkiego przedstawienia samego formatu oraz ogólnej treści naszego spotkania. Le séminaire donc Lecture en SHS a été créé cette année par le Centre de civilisation française avec l'intention de présenter au public polonais et en polonais les publications récentes issues du monde académique français ou francophone dans le domaine des sciences humaines et sociales. Afin de développer une approche à la fois problématisée et accessible, nous avons voulu rompre avec le modèle classique des présentations d'ouvrages qui consiste souvent à exiger de l'auteur une sorte de résumé, disons plus ou moins simplifié, de son travail, en donnant ici la parole à une lectrice ou un lecteur spécialiste du sujet. L'une des raisons de ce choix provient de la volonté de rendre plus vivants des échanges qui, sous la forme de comptes rendus publiés, prennent d'habitude la forme de monologues interposés, et c'est ce que nous avons voulu éviter par ce cycle. Aujourd'hui, nous organisons la 4e séance, précisément, de notre cycle, qui sera consacrée à l'ouvrage Demain, l'épistocratie, coordonné par Alexandre Viola. Comme je le rappelle, notre professeur agrégé de droit public à l'Université de Montpellier, dont les recherches portent sur le droit constitutionnel et la philosophie du droit, thème auquel elle a consacré plusieurs monographies, des ouvrages collectifs et des manuels. Ces travaux proposent notamment une réflexion juridique sur la nature et les évolutions de la démocratie face aux transformations et aux crises du monde contemporain. Le livre que nous discuterons aujourd'hui s'inscrit pleinement dans cette perspective puisqu'il interroge le rôle des savants dans les modes de gouvernement mis en place par les différents régimes politiques, évidemment dans la perspective juridique et institutionnelle, mais également épistémologique et historique. De ce point de vue, et puisque je suis moi-même
historien, je tiens à souligner que votre travail s'inscrit ici dans une forme de véritable intuition prophétique. En effet, l'objet de votre étude, je le rappelle, s'appuie en grande partie sur un colloque organisé en décembre 2017, c'est-à-dire bien avant la crise du Covid, qui s'est imposé à l'ensemble du monde au printemps 2020 et qui a évidemment donné une force nouvelle au sujet de ce livre. Cette capacité à saisir le cours de l'histoire, par-delà même les aléas, suscite évidemment la curiosité et l'admiration de l'historien. Toutefois, aux côtés de cet élément contextuel, votre ouvrage offre également un regard nouveau, je pense, sur une problématique qui parcourt depuis de nombreuses années le monde académique, à savoir celle du statut de l'expert savant dans l'espace public. Alors que la narration principale, teintée d'une forme de nostalgie, insiste aujourd'hui sur le recul de la place accordée à la parole des spécialistes sur la scène médiatique, mais aussi dans les coulisses des décisions politiques, vous rappelez au contraire que la technicité croissante des régimes occidentaux instaure les liens étroits avec les représentants de certaines disciplines scientifiques. De cette manière, votre livre, me semble-t-il, pose deux questions essentielles sur le fonctionnement même de la démocratie. La première, celle de l'interaction entre l'expertise scientifique et la capacité décisionnelle en politique, autrement dit celle du rapport entre le savoir et le bon gouvernement, pourrait-on dire. Et la seconde, concomitante à la précédente, celle de la place de l'instruction, de la construction des hiérarchies sociales et l'exercice des droits politiques, problème qui est déjà évoqué de manière explicite dans les utopies du XVIIe siècle, nous l'avons évoqué tout à l'heure. Afin de montrer de manière fine comment ces sujets sont traités dans votre ouvrage, nous avons demandé à Madame Katarzyna Kubój de nous présenter sa lecture de ce travail collectif. Alors, je rappelle que Madame Kubój est professeure associée de droit public et membre du département de droit constitutionnel et des études européennes de l'Institut des sciences juridiques de l'Académie des sciences. En dehors de son activité scientifique, elle intervient aussi comme experte dans le cadre d'émissions pour le Parlement polonais. Son domaine de spécialité est le droit constitutionnel français et polonais, en particulier le droit parlementaire, et elle s'intéresse également au rapport entre les droits nationaux et le droit de l'Union européenne. Ces différentes publications examinent aussi les transformations constitutionnelles au sein de l'Union européenne et en particulier elle a consacré plusieurs études à la Constitution française de la Ve République. Donc cette perspective comparatiste nous sera d'autant plus précieuse pour analyser l'ouvrage dirigé par Alexandre Viala, à la fois sur le plan de l'analyse épistémologique et de la pratique juridique propre aux différents régimes européens. Donc, pour ne plus perdre de temps et entrer dans le vif du sujet, je laisse la place à Madame Katarzyna Kubój pour une présentation d'environ 30-40 minutes avant de passer la parole à l'auteur de notre ouvrage. Dziękuję bardzo i na wstępie swojego wystąpienia chciałam szczególnie podziękować panu dyrektorowi Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich za zaproszenie mnie do udziału w tym seminarium, prezentacji książki pod redakcją obecnego z nami profesora Alexandre Viala. Jest mi tym bardziej miło, że będziemy mogli skonfrontować przemyślenia z panem profesorem, czerpać z pana wiedzy i doświadczeń. Dodatkowo znajdujemy się, jak już tutaj było powiedziane, w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, z którym jestem zawodowo związana od wielu lat. Książka, tak jak już tutaj słyszeliśmy, zatytułowana jest Demain l'épistocratie. Tytuł ten w języku polskim możemy tłumaczyć jako Jutro epistokracja. Autorzy poszczególnych rozdziałów nawiązują do wielu aspektów epistokracji, jakie stanowiły przedmiot konferencji w 2017 roku na Uniwersytecie w Montpellier. I choć od tamtego czasu minęło już kilka lat, zagadnienie zostało wzbogacone wydarzeniami ostatnich lat. Nadanie tej problematyce formy pytania sugeruje ponadto, że jest to tematyka nacechowana dylematami i niezwykle inspirująca, intrygująca. Debata i książka zarazem w bezpośredni sposób odwołują się do roli nauki w życiu publicznym.
A zatem można sobie zadać pytanie, czy może być lepsze miejsce do dyskutowania o tym niż Polska Akademia Nauk. Mając świadomość, że krótka prezentacja stanowi ledwie wycinek bogatej problematyki, mam nadzieję, że uda mi się zachęcić Państwa do dyskusji oraz sięgnięcia po tę niezwykle interesującą lekturę. Ale zacznijmy od definicji i sięgnijmy do źródeł. Termin epistokracja jest neologizmem, który nie jest powszechnie stosowany. Używany głównie w Ameryce Północnej, w niewielkim stopniu w Europie kontynentalnej. Etymologia tego pojęcia nawiązuje do idei władzy, kratos, sprawowanej przez posiadaczy wiedzy naukowej, epistemy. Odnosi się zatem do formy rządu, nawet jeśli nie jest ona uznawana formalnie w klasycznej typologii ustrojów konstytucyjnych, w której władza powierzona jest uczonym. Jak wynika z prezentowanej książki, nurt ten nie jest ani fantazyjny, ani oderwany od rzeczywistości, do czego jeszcze powrócimy. Symbolicznym filozofem ideału epistokratycznego jest Platon. Ten znakomity założyciel Akademii, znany ze swojej krytyki demokracji, która jego zdaniem, przyznając władzę największej liczbie ludzi, narażona była na eksces opinii. Opinia zaś, w przeciwieństwie do wiedzy, nie jest preferowaną drogą do prawdy. Dzieje się tak, dlatego że opinia, będąca wynikiem subiektywnego postrzegania świata, rodzi uprzedzenie, podczas gdy wiedza przeciwnie, naznaczona jest obiektywizmem. Optymizm ideału epistokratycznego zakłada jednak, że znajomość praw moralnych i etycznych nie jest dana każdemu i należy, zdaniem Platona, tylko do jednostek oświeconych. W kategoriach absolutnych epistokracja jest więc formą arystokracji intelektualnej. Sprzeciwia się koncepcji demokracji, ponieważ wyklucza konieczność odwoływania się do ludu w celu stanowienia prawa. Dlatego Platon w swojej Republice uznał za pożądane powierzenie władzy filozofom. Optymizm epistokratyczny nie uznaje w demokracji żadnej cnoty epistemicznej. Wychodzi bowiem od postulatu, że wiedza byłaby zdolna do wytworzenia obiektywnej etyki. Opinia zaś przeciwnie, nie pozwalałaby na dostęp do żadnej prawdy aksjologicznej. Epistokracja jest więc formą antydemokratycznego elitaryzmu, któremu całkowicie obca była na przykład filozofia Kanta. Filozof ten uważa, że za rozum praktyczny, który jako jedyny generuje uniwersalne prawo moralne, odpowiada transcendentalny podmiot, którym może być każdy z nas, ekspert lub nie. Jest on przekonany, że ten praktyczny rozum nie jest redukowalny do rozumu teoretycznego i że w związku z tym nie ma potrzeby poznawania zjawisk przyczynowo zdeterminowanych w czasie i przestrzeni, aby określić, co jest moralnie dobre. Jednak ideo epistokratyczny dziwnie przypisuje rozumowi teoretycznemu, temu eksperckiemu, zmobilizowanego do wiedzy o tym, co jest, zdolność obiektywnego mówienia o tym, co być powinno. Oczywiście dzisiaj, gdy wybory demokratyczne do wyznaczania rządów stały się nieodwracalnym osiągnięciem nowoczesnych społeczeństw, epistokracja nie może być rozpatrywana w swej pojęciowej czystości. Rzeczywiście trudno jest znaleźć w historii Zachodu fenomenologię epistokracji. Na całym świecie przeprowadza się wybory, aby przekazać władzę przedstawicielom. Nawet jeśli niektóre reżimy organizujące takie procedury są tylko fasadowymi demokracjami, to żadna konstytucja nie przyznaje jednoznacznie władzy uczonym poza jakimkolwiek procesem wyborczym. Termin ten wprowadzony, jak wspomniałam, przez autorów północnoamerykańskich jest raczej pojęciem pozwalającym zakwestionować status prawdy w debacie demokratycznej. Idea demokracji, polegająca na powierzeniu władzy ludowi,
wynika w istocie ze sceptycznego podejścia do wartości, zgodnie z którym rozum nie jest w stanie określić, co jest słuszne samo w sobie, a legitymizacja dowodzenia może opierać się jedynie na autorytecie. W demokracji tą władzą jest władza większości. Epistokracja, przeciwnie, jak wspomniano, wyraża formę epistemologicznego optymizmu, zgodnie z którym rozum jest zdolny do wytwarzania prawd w kategoriach etycznych i moralnych. Za tym kryje się jednak podejście normatywne, mające na celu uznanie za prawdziwy ideał normatywny, który z definicji nie jest ani prawdziwy, ani fałszywy. Taką funkcję pełni sofistyka epistokratyczna, czyli tryb uzasadniania normatywnego, do którego władza polityczna, nawet wybrana, może się odwołać, aby uzasadnić swoje decyzje. Dlaczego i w jakim kontekście powraca się dzisiaj do tej koncepcji epistokracji? Bardzo wyraźnie wiąże się to z problemami, z jakimi boryka się współczesna demokracja. Pan profesor Alexandre Viala wskazuje tutaj na upadek podziału liberalno-socjalistycznego i zastąpienie go podziałem neoliberalno-populistycznym. Ten neoliberalny konsensus, wokół którego ponad starym podziałem na lewicę i prawicę od kilku lat grawitują rządy, zasila tendencję korelującą wokół nowego podziału. Dziś zwolennikom otwartego i liberalnego społeczeństwa przeciwstawia się populizm. Ten trend ustanawia eksperta jako podstawowego aktora w nowym podziale, a któremu anglosaska filozofia polityczna, nawiązując do historycznych i filozoficznych koncepcji, nadała nazwę epistokracji. Jest ona fundamentalna o tyle, że rządzący, aby lepiej zdyskwalifikować adwersarza i uzasadnić dostosowania prawa do różnych ograniczeń, na przykład wynikających z praw rynku, usprawiedliwiają się neutralnością wiedzy, twierdząc, że są pragmatyczni. Dyskurs neoliberalny prowadzi w ten sposób do instrumentalizacji wiedzy naukowej. Wzrost populizmu w Europie, powszechne głosowanie w sprawie Brexit, wstąpienie Donalda Trumpa do Białego Domu czy wybór Bolsonaro w Brazylii zostały przypisane po części szkodliwemu działaniu fake newsów rozpowszechnianych w sieci i skłoniły niektórych amerykańskich autorów do wskazywania na wady demokratycznego głosowania. Jason Brennan kwestionował epistemiczną funkcję demokracji i zastanawiał się, czy lud jest wystarczająco oświecony, by przetwarzać informacje i w rezultacie podejmować dobre decyzje. Można wskazać więcej przykładów. Na myśl przychodzi mi Chile, gdzie przez kilka lat obywatele różnych grup społecznych brali czynny udział w pracach nad nową konstytucją, a w rezultacie w referendum konstytucyjnym odrzucili ten projekt. Wskazuje się, że jednym z powodów takiego przebiegu spraw był zarzut niezrozumienia treści nowej konstytucji, jaki w social mediach został rozpowszechniony przez przeciwników reform. Gdyby powrócił do nas Platon, uprawomocniłby te wątpliwości, wskazując, że w demokracji ludzie głosują tylko zgodnie z uprzedzeniami, które bezpodstawnie i niebezpiecznie uznają za prawdę. W wielu dziedzinach neoliberalizm charakteryzuje podniesienie nauki do rangi źródła normatywnego. Jest to widoczne zwłaszcza w ekonomii, w sferach takich jak deregulacja rynku pracy, walka z deficytem publicznym czy sprawy podatkowe. We Francji na przykład instrumentalizacja klimatologii w celu uzasadnienia podatku od cen paliw, aby uzupełnić braki budżetowe związane ze zniesieniem podatku solidarnościowego od bogactwa, wywołała ruch żółtych kamizelek. Większość polityczna, rzekomo uwolniona od starego podziału na lewicę i prawicę, powoływała się na dane naukowe, aby za ekologicznym alibi wspierać politykę podaży. W rzeczywistości miała ona spełniać narzucone przez Brukselę wymogi walki z deficytem. Jest to doskonała ilustracja,
instrumentalizacji wiedzy w służbie władzy. Mobilizuje się proces retoryczny, aby nadać polityce pozory racjonalności, ubierając ją za wygodnym parawanem naukowej prawdy. Żółte kamizelki nie dały się nabrać i szybko uzyskały wycofanie tych podatków. Jak widać, nawet jeśli epistokracja nie istnieje jako formalnie uznany reżim polityczny, pozostaje intelektualnym odruchem takiej myśli politycznej, która dąży do ozdobienia własnych przekonań ideologicznych pieczęcią nauki. Miała nawet w historii swoje monstrualne ekscesy. Na przykład nazistowscy prawnicy wykorzystywali biologię do legitymizacji rasowego ustawodawstwa III Rzeszy. Mówi o tym w książce pan Chapoutot, według którego nazistowskie prawo było biologią stosowaną. W tym skrajnym przypadku polityk posłużył się nauką za pośrednictwem swoich prawników, oficerów, aby pieczęcią naukowej prawdy ozdobić swoje fatalne w skutkach inicjatywy i decyzje. Na zupełnie innej płaszczyźnie polityka neoliberalna, która obecnie uosabia pewien światopogląd ekonomiczny, sugeruje, że jej przeciwnicy zaprzeczają dowodom naukowym. Niektórzy uważają, że skoro nauki ekonomiczne stały się nauką eksperymentalną, analogiczną do biologii, sprzeciwienie się liberalnej polityce, ograniczania deficytów budżetowych czy deregulacji rynku jest równoznaczne z negacją. Autorzy udają, że wierzą, iż ekonomia jest neutralna i unikają jej konfliktowego charakteru. Z drugiej strony mają świadomość, że w ekonomii nie ma takich samych polityk ekonomicznych. Termin ekonomia sam w sobie jest fałszem, ponieważ każda szkoła nakazuje pewien sposób produkcji i dystrybucji bogactw. Obecny dyskurs neoliberalny powołuje się jednak na naukowy status dyscypliny, aby usunąć tezy z demokratycznej debaty, jak próbowała to zrobić Margaret Thatcher swoim słynnym hasłem "nie ma alternatywy". Takie rezumowanie można znaleźć u Emmanuela Macrona, który jako młody minister gospodarki stwierdził, że inna polityka, ta, która nie mieści się w paradygmacie liberalnym narzuconym krajom członkowskim Unii Europejskiej przez Komisję Europejską, jest iluzją. To tak, jakby polityka miała stać się nauką. Takie było epistokratyczne marzenie kultywowane przez Wiktora Hugo w XIX wieku, który twierdził, iż forum polityczne przekształci się w naukowe, nastąpi koniec niespodzianek, koniec klęsk, katastrof. Ta naiwna egzaltacja normatywnej roli nauki w samym sercu XIX wieku przypominała platoński idealizm, który przypisywał filozofii polityczną funkcję księcia. Pokusa epistokracji charakteryzuje czas niedawnej pandemii COVID-19. Choć pandemia nie należała do najgroźniejszych epidemii, jakie dotychczas dotknęły ludzkość, ma pewną specyfikę, która odróżnia ją od poprzednich. Globalny kryzys związany z epidemią, podczas którego eksperci medyczni byli mobilizowani przez rządy, rzucił ostre światło na ten związek między władzą a nauką. Po raz pierwszy światowi przywódcy ze wszystkich kultur wybrali ochronę zdrowia publicznego ze szkodą dla innych imperatywów. Dzięki postępowi technologii cyfrowej tymczasowe spowolnienie produkcji, wymiany zostało zorganizowane przez politykę ograniczania i doprowadziło do uprzywilejowania telepracy. Ta technologiczna kula dostarczyła przywódcom bez większych skrupułów wystarczających środków, aby drastycznie ograniczać relacje społeczne i swobodę poruszania się. Jak zauważa nasz gość, pan profesor Viala, aby przetrwać epidemiologiczny potop, który postawił całą ludzkość pod znakiem zapytania, internet zajął miejsce Arki Noego w wielu sektorach działalności, które z łatwością mogą obejść się bez fizycznego kontaktu. Na zakończenie chciałabym szczególną uwagę zwrócić na postulaty naszego gościa, który wskazuje, że dziś wyczerpanie się podziału liberalizm-socjalizm
i zastąpienie go tym, który przeciwstawia liberalizmowi populizm, ujawnia znacznie bardziej cynicznie neoliberalną dominację elit ukrywających się pod sztandarem nauk ekonomicznych. Aby wyjść z tego bez wpadania w pułapkę populizmu, musimy nadal potępiać epistokratyczny sofizmat, którym otumania nas neoliberalizm. Musimy zatem pamiętać, jak słusznie czynią to rozczarowani ekonomiści, że żadna myśl polityczna nie jest odbiciem rozumu teoretycznego. Krótko mówiąc, trzeba głośno i wyraźnie ogłosić, że inna polityka, ta w cudzysłowie, która na przykład nie akceptuje oszczędnościowego dyktatu walki z deficytem publicznym, czy dyktatu deregulacji rynku pracy i wprowadzania logiki finansowej do usług publicznych, nie jest iluzją. Musimy intelektualnie uzbroić obywatela, aby zrozumiał, że żadna wizja świata nie jest wolna od politycznych założeń, że główną sprężyną demokracji nie jest konsensus fałszywie opatrzony gwarancją ekspertów, ale polityczna alternacja między prawicą a lewicą. Bez takiego intelektualnego i obywatelskiego wysiłku nigdy nie uda się nam uwolnić od szantażu populizmu. Książka powraca do analiz Maxa Webera, który postulował ścisłe oddzielenie nauki i polityki, czy naukowca od polityka. Analizuje w wielu rozdziałach spodziewane korzyści i potencjalne zagrożenia dla demokracji wynikające z ich bliskiego związku. Zwraca uwagę na niebezpieczeństwa tego epistokratycznego ideału, zgodnie z którą istnieją prawdy polityczne, które mogą odkryć tylko oświecone jednostki. Lektura skłania zatem do refleksji i stawiania pytań. Można prosić o spis treści? Zobaczycie Państwo, spis treści obrazuje to bogactwo tematyki, a zatem skłania do refleksji i pytań między innymi o stan współczesnej demokracji, o funkcję systemów rządów opartych na instytucjach demokracji pośredniej, przedstawicielskiej i demokracji bezpośredniej, o zagrożenia, jakie dla demokracji niesie populizm i jak wpływa to na współczesne myślenie o liberalizmie, o relacji między wiedzą, nauką a polityką, o relacje między nauką a prawem, o rolę prawników i zagrożenie jurystokracją, o rolę ekspertów, o wpływ nowoczesnych technologii na podejmowanie decyzji w sferze publicznej, o stan świadomości i rozwoju intelektualnego społeczeństwa. Wreszcie o to, czy możliwe albo konieczne jest oddzielenie nauki od polityki. Stojąc na stanowisku konieczności zapewnienia tym dwóm sferom pokojowego współistnienia, zastanawiam się, jakimi metodami udałoby się to osiągnąć, by uniknąć zarzutów popadania w epistokratyczny sofizmat. Dziękuję uprzejmie. Je remercie beaucoup Madame Koubouy de cette présentation qui, je crois, a le double avantage à la fois d'embrasser un peu toutes les thématiques que le livre présente, mais aussi de laisser plusieurs questions ouvertes qui, je pense, vont alimenter une discussion passionnante. Mais avant de passer à la discussion et à mes propres questions, puisque j'en ai un certain nombre, je laisse la parole à l'auteur de l'ouvrage pour qu'il puisse réagir à cette présentation et peut-être nous éclairer et nous ouvrir vers d'autres pistes qui n'ont pas été évoquées jusque-là. Je vous remercie. Bien, merci chers collègues, mesdames, messieurs, je suis très ravi d'abord et je voudrais d'abord remercier le professeur Tatarenko pour m'avoir invité, donc m'avoir fait l'honneur de cette invitation à Varsovie, ce dont je suis très reconnaissant, un grand plaisir. Et puis c'est aussi un plaisir d'échanger et de voir que les travaux que l'on accomplit ne laissent pas indifférents et peuvent parfois susciter donc l'attention.
de la communauté. Et donc, je voudrais être digne de cette invitation et essayer de répondre aux interrogations que cet ouvrage collectif, donc, que j'ai dirigé il y a quelques années, a pu susciter, comme nous venons de le voir en écoutant Madame, donc, qui a eu la gentillesse d'ouvrir la discussion en évoquant les différentes pistes, à la fois d'un point de vue théorique et pratique, que cette réflexion sur l'épistocratie a pu ouvrir. Alors, merci donc pour cette présentation, hein, qui reprend un peu globalement les problématiques que j'ai tenté de soulever durant cette recherche. Une recherche qui, comme vous l'avez souligné, a un caractère un peu prophétique, comme nous en avions parlé tout à l'heure en off, avant la conférence. Effectivement, j'avais eu le plaisir donc et l'idée donc d'organiser ce colloque sur l'épistocratie, en l'intitulant donc Demain l'épistocratie avec un point d'interrogation, en 2017, parce que j'avais déjà à l'époque, Emmanuel Macron venait d'accéder à l'Élysée, et j'avais repéré quelques éléments, quelques indices, quelques signes qui me faisaient dire que dans ce contexte un peu nouveau, on parlait un petit peu de révolution, hein. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait écrit un livre programmatique avant les élections qui s'intitulait Révolution. Dans ce contexte, voilà, d'explosion ou d'essoufflement du clivage entre la gauche et la droite, je trouvais que ce gouvernement, ce président de la République et le gouvernement dont il était assorti, qui voulait donc transcender ce clivage, ce vieux clivage entre la gauche et la droite, avait une espèce de tropisme, d'inclination qui consistait à dire, ben voilà, ce clivage politique est épuisé, les idéologies sont fatiguées, et c'est vrai, on parle beaucoup de la fin des grands récits, hein, la fin des grands récits utopiques, idéologiques, tenus respectivement par le socialisme et le capitalisme. Les grands récits étant épuisés, il n'y a plus maintenant d'alternative à l'idéal qui a vaincu l'histoire, hein. Francis Fukuyama avait parlé de fin de l'histoire au lendemain de la chute du mur. Donc, le libéralisme avait vaincu son ennemi, le capitalisme a triomphé du socialisme, et donc, le capitalisme n'ayant plus d'ennemis, eh bien, l'histoire est finie. Comme Hegel un peu l'avait annoncé au XIXe siècle, on disait que voilà, l'État prussien était l'illustration de la fin de l'histoire. Eh bien, la chute du mur serait l'illustration de la fin de l'histoire. Le libéralisme a vaincu, et donc c'est la fin de la politique, c'est la fin des conflits. Il n'y a plus donc de disputes, il n'y aura plus de disputes, et nous accédons enfin au règne apaisé de la gestion, de l'expertise, de la technique et du droit. Le droit triomphe de la politique, la raison triomphe du conflit, et donc nous pouvons, nous les gouvernants, avancer sous la bannière du savoir, sous la bannière de la raison, de sorte que quiconque contestera les décisions qui sont prises seront dans l'erreur, et donc n'auront aucune légitimité pour faire valoir une solution alternative. Et donc, je me suis dit, voilà, ce président de la République et le gouvernement incarnent cette espèce d'idéal épistocratique, ce qui consiste à dire que le pouvoir, maintenant, est cautionné par la raison et n'a plus à craindre la moindre alternative, et quiconque propose une alternative est un petit peu dans l'erreur. Et j'avais d'ailleurs même repéré cette tendance, cette espèce de mobilisation ou d'instrumentalisation de la raison au service du politique par Emmanuel Macron, alors qu'il était ministre de l'économie.
alors jeune ministre de l'économie, donc sous le quinquennat de François Hollande, il avait souligné que tous ceux qui s'opposaient au dogme de l'orthodoxie ordo-libérale de l'Union européenne, c'est-à-dire tous ceux qui disent que la lutte contre les déficits, la flexibilité du marché du travail, la logique, l'introduction d'une logique financière dans les services publics, tous ceux qui contestent ça sont dans l'illusion. Autrement dit, il avait l'air de conférer à ses opposants qui se réclamaient en fait d'une politique de la demande, d'une politique keynésienne, hein, tous ceux qui contestaient la politique de l'offre, dont lui était un des représentants, il avait l'air de conférer un statut, pragmatique qui consiste à dire ils sont dans l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, le statut pragmatique, si vous voulez, d'un énoncé politique, ce n'est plus ce n'est plus un énoncé qui dit ce qui doit être, c'est un énoncé qui est censé dire le vrai. Et donc, tous ceux qui contestent le libéralisme sont dans le faux. Voilà. Voilà, il assignait, autrement dit, à la politique le statut pragmatique de la science. Et une fois arrivé donc au pouvoir, c'est un petit peu ça qui s'est passé, c'est-à-dire que le clivage gauche-droite étant épuisé, il a été remplacé par le clivage tenant des dogmes du néolibéralisme et partisan de la société ouverte contre partisans du protectionnisme et de la société fermée. Et ceux qui se réclament de la société ouverte et du libéralisme sont censés incarner la raison. Et donc, puisqu'ils incarnent la raison, tous ceux qui sont contre sont dans l'erreur. Et c'est très pratique parce que, en conséquence, on n'a plus besoin d'avoir recours à la force, il suffit d'invoquer la science. Et c'est ce que j'appelle le sophisme épistocratique. Ce que j'appelle le sophisme épistocratique, c'est un procédé par lequel on fait passer pour vrai un idéal, en l'occurrence le libéralisme, qui par définition n'est ni vrai ni faux, puisque c'est l'énoncé d'un idéal. Tous ceux qui disent il vaut mieux, tous ceux qui pensent il vaut mieux une distribution privée de la richesse, tous ceux qui préconisent une économie qui est basée sur la propriété privée, eh bien, tous ces gens-là disent ce que l'on dit est vrai. Donc, tout ce qui est opposé à cette proposition est dans l'erreur. Donc, on n'a pas besoin, si vous voulez, de recourir à la force. Il suffit d'invoquer la bannière du savoir pour dire qu'il n'y a pas d'alternative. Hein. Et c'est pour ça que vous avez évoqué donc, le fameux slogan de Margaret Thatcher, Tina, hein, « There is no alternative », l'air de dire qu'un certain idéal incarne le vrai, incarne la vérité. Donc, on fait passer un idéal, c'est-à-dire ce qui n'est ni vrai ni faux, pour le vrai. Et c'est ça le sophisme épistocratique. On instrumentalise la raison pour dissimuler un idéal qui, lui, ne relève pas de la raison, puisque c'est un idéal. Et en philosophie du droit, ce type de sophisme, on le trouve particulièrement présent dans les théories du droit naturel, ce qu'on appelle le sophisme naturaliste. C'est ce que George Edward Moore appelait le naturalistic fallacy. Qu'est-ce que c'est le sophisme naturaliste? C'est un raisonnement auquel recourent ce qu'on appelle les partisans du droit naturel, c'est-à-dire tous les juristes qui croient ou qui font semblant de croire qu'il existe un droit naturel qui est incréé, qui n'a pas été voulu, qui n'a pas été posé, qui n'est pas positif, qui n'a pas été posé par une volonté, mais qui est issu, si vous voulez, de la nature, du cosmos ou de la raison. En fait, il y a deux types de droit naturel, il y a deux types de doctrines du droit naturel dans l'histoire de la pensée juridique.
Il y a d'abord les doctrines classiques du droit naturel, anciennes, et les doctrines modernes. Les doctrines classiques sont celles qui considèrent que le droit naturel est issu du cosmos, de la nature, une sorte cosmologico-éthique. L'éthique, tout ce qui est moral, tout ce qui est éthique, tout ce qui est politique, donc, est issu du cosmos. Et puis, il y a les doctrines modernes du droit naturel qui considèrent que le droit n'est pas à proprement parler naturel, il est issu de la raison. Alors, enfin, on le fait passer pour naturel, mais en fait, il est issu de la raison, du cogito. Et donc, il consiste à énoncer des a priori métaphysiques, qui consistent à dire que les hommes sont libres et égaux, etc. Bon. Mais tout cela indépendamment de toute expérience. Mais que l'on soit dans le paradigme des théories classiques ou dans celui des théories modernes, il y a toujours la même méthode qui relève du sophisme, qui consiste à dire toute loi positive, toute loi posée par les gouvernants, par la cité, qui sont conformes à ce droit naturel, ne peuvent pas être transgressées, ne peuvent pas être désobéies parce qu'elles sont cautionnées par la nature. Elles sont cautionnées par ce qui est vrai, ce qui est naturel. De sorte que, ou par la raison, si on se place dans le paradigme du droit naturel moderne, de sorte que tout juriste, qu'on l'on appelle juste naturaliste, pratique toujours ce type de sophisme qui consiste à ériger au rang de vérité, une vérité qui découle de l'observation soit de la nature proprement dite du cosmos, soit de la raison, qui consiste donc à ériger au rang de vérité un idéal qui, par définition, n'est ni vrai ni faux. Donc, on fait passer pour vrai un idéal qui, par définition, n'est ni vrai ni faux. On fait passer pour ce qui relève de l'être un certain devoir-être. C'est ça le sophisme naturaliste. Et c'est en cela que, bon, moi, on peut en parler, je suis un juriste positiviste. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je dénonce le danger épistocratique. Je considère que le droit naturel n'existe pas, il n'y a pas de droit immuable. Le droit, par définition, ça n'est ni vrai ni faux. Le droit positif, c'est l'expression d'un idéal qui n'est ni vrai ni faux. Et donc, les valeurs se valent, elles sont relatives les unes par rapport aux autres. Et elles doivent, dans une démocratie, elles doivent être confrontées les unes par rapport aux autres grâce à une discussion. Mais dès que quiconque invoque la bannière du droit naturel est coupable de ce type de sophisme, puisqu'il fait croire que l'idéal qu'il veut défendre est vrai, n'est pas un idéal en fait. Il fait croire que ce qui doit être correspond à ce qui est. Et il transgresse la fameuse loi de David Hume. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Hume, je vais résumer en quelques mots en quoi ça consiste. C'est une loi épistémologique que le philosophe écossais du XVIIIe siècle, des Lumières écossaises, avait posée dans son traité de la nature humaine en 1748, au terme de laquelle on ne peut pas inférer des conclusions normatives à partir d'une prémisse indicative. Donc, de ce que quelque chose est, on ne saurait énoncer ce qui doit être. Ce n'est pas parce qu'une chose est, ce n'est pas parce que, par exemple, pour perpétuer l'espèce, il faut un accouplement entre un homme et une femme, qu'on doit en tirer la conclusion que le mariage homosexuel est condamnable par nature. On ne peut pas inférer un idéal, ici l'idéal d'interdiction du mariage homosexuel, on ne peut pas le fonder sur un être. Et quiconque fonde le devoir-être sur l'être est coupable de ce sophisme-là, sophisme naturaliste. Eh bien, c'est pour ça qu'en tant que positiviste, je ne cesse, depuis le début de ma carrière, de condamner ce type de sophisme, et je fustige la méthodologie de tous ceux qui se réclament des doctrines du droit naturel, parce qu'ils transgressent la fameuse loi de Hume, qui interdit d'inférer des conclusions normatives à partir de prémisses indicatives, et cette inférence, elle cache très mal une espèce de tour de passe-passe qui consiste à dissimuler, à habiller derrière les oripeaux majestueux et nobles du droit naturel un droit, non pas un droit positif, mais un idéal. Le droit positif, de toute façon, c'est toujours le reflet d'un idéal, un idéal qui, par définition, n'est ni vrai ni faux. Eh bien, aujourd'hui, avec le triomphe des idées néolibérales, bon, et l'épuisement du clivage entre la gauche et la droite, c'est-à-dire de ce contexte dans lequel
les valeurs sont relatives et s'affrontent par le débat, par la confrontation, et demandent ensuite au peuple d'arbitrer. Hein, c'est ça la démocratie, hein, c'est l'autorité du plus grand nombre. Hein. Eh bien, sur fond d'épuisement de ce clivage entre valeurs qui ne sont ni vraies ni fausses et qui se confrontent les unes par rapport aux autres grâce au débat et grâce à l'élection, sur fond d'écroulement de ce clivage, triomphe maintenant une idéologie, à savoir le néolibéralisme, qui invoque alors non pas la nature, hein, non pas le droit naturel, mais la science. La science pour se soustraire en quelque sorte à toute contestation. Et chemin faisant, ce sophisme épistocratique dans lequel se drapent donc les idéologies néolibérales pratique le même type d'instrumentalisation du savoir que d'autres idéologies qui sont absolument contraires, notamment le socialisme du temps de l'Union soviétique. C'est exactement ce que faisaient les gouvernants du Soviet suprême. Hein, et ils faisaient passer pour fous, pour aliéner tous ceux qui dénonçaient le socialisme, dont on disait qu'il était scientifique. D'ailleurs, je rappelle que Karl Marx définissait son socialisme comme étant socialisme scientifique, oxymore, puisque ça consiste à faire croire qu'un idéal, le socialisme, serait scientifique. Eh bien, puisqu'il est scientifique, et c'est comme ça que Lénine procédait, tous ceux qui contestent le socialisme sont des fous, et donc on les enferme dans des asiles psychiatriques. Bon, c'était la même chose, c'était le même type de... Bon, alors aujourd'hui c'est moins violent, mais on fait croire que tous ceux qui votent contre l'orthodoxie néolibérale sont soit des ploucs ou sont des gens qui n'ont rien compris, et c'est ça qui alimente le populisme, et c'est ça qui contribue à creuser le déficit, le fossé entre les élites et le peuple, et qui alimente par voie de conséquence la rancœur et le ressentiment populiste. Donc, au moment de l'accession d'Emmanuel Macron donc, à l'Élysée, j'avais senti, hein, non pas une arrogance, mais une sorte de... Voilà, je considérais que Emmanuel Macron incarnait tout à fait ce mythe illusoire de la fin de l'histoire, hein, dont on sait que c'est un mythe qui aujourd'hui se fracasse devant le réel, puisque le clivage entre le socialisme et le capitalisme n'existe plus et que la nature a horreur du vide, il a été remplacé par un autre clivage qui oppose le libéralisme et le populisme. Et ce, aussi bien à l'échelle des démocraties internes qu'à l'échelle géopolitique. Aujourd'hui, on le voit avec le conflit entre la Russie et l'Occident. Hein. La Russie se réclame, Vladimir Poutine prétend mener une guerre de civilisation. Il incarne en quelque sorte le ressentiment, la rancœur contre l'Occident qui le fait passer pour sûr de lui, triomphant sous les oripeaux de la raison. Et c'est ça qui, justement, alimente la rancœur. Voilà. Donc, on retrouve, si vous voulez, à l'échelle géopolitique, le même fossé, hein, que l'on trouve dans les démocraties internes entre élite et peuple. Et ce clivage, en fait, qui est beaucoup moins rationnel que l'ancien clivage gauche-droite, qui était un clivage entre valeurs qui se considéraient comme légitimes, mais qui étaient irréductiblement opposées, on retrouve ce type de clivage partout dans le monde, aussi bien à l'échelle géopolitique. Alors, aussi bien à l'échelle géopolitique qu'à l'échelle des démocraties internes. Je voudrais, je ne sais pas quoi, je continue, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon. Justement, je voudrais faire une petite incise avant de reprendre sur le sophisme épistocratique et sur le caractère prophétique de ce colloque, puisqu'en les choses se sont vérifiées avec la pandémie. Je voudrais continuer sur cette question du clivage, hein, le clivage gauche-droite qui a été relégué dans l'ombre d'un clivage entre tenants de la raison et ignorants. Voilà. C'est la philosophe politique belge, qui est la veuve d'Ernesto Laclau, qui était un populiste de gauche, qui s'appelle Chantal Mouffe, qui est professeur à la London School of Economics, je crois. Chantal Mouffe a, dans un livre intéressant en 2016 qui s'intitulait « L'illusion du consensus », avait
opposer deux types de clivage en s'appuyant sur la terminologie grecque agone, le terme grec agone. Il y a deux types de clivage, si vous voulez, qui animent le politique, les sociétés politiques. Il y a d'un côté ce qu'elle appelle l'agonisme et de l'autre ce qu'elle appelle l'antagonisme. Et elle explique la différence. Alors, qu'est-ce que c'est l'agonisme et qu'est-ce que c'est l'antagonisme? L'agonisme, agone, ça veut dire conflit. Au théâtre grec, c'est la scène sur laquelle se jouaient des pièces qui reprenaient des discussions éthiques. Ce sont des conflits. L'agonisme, c'est un type de conflit dans lesquels les protagonistes ne sont jamais d'accord, mais ils se considèrent comme légitimes. Ils se considèrent comme... ils se respectent les uns les autres. Ils savent qu'ils ne seront jamais d'accord, que leur différence est irréductible, parce qu'ils savent qu'en fait, comme le disait Max Weber et tous les relativistes, aucune valeur n'est ni vraie ni fausse, aucune valeur ne peut se réclamer de la vérité, toutes les valeurs sont relatives, donc il n'y aura jamais de solution au conflit autrement que par la force. Et en démocratie, cette force, c'est la force du vote, c'est la force numérique, c'est l'autorité. Et c'est d'ailleurs cette conception du conflit, ce que Chantal Mouffe appelle l'agonisme, elle correspond tout à fait à la vieille conception du politique qui remonte à Hobbes, selon laquelle c'est l'autorité et non la vérité qui fait loi. Hobbes dit dans le Léviathan, au chapitre 14, « A auctoritas sed non veritas facitius », c'est l'autorité qui fait loi. Ça remonte même à Thucydide. Thucydide, en Grèce, disait que en démocratie, enfin en politique, l'essence du politique, c'est le conflit. Donc, voilà, la raison, la science, la raison, ne peut pas trancher les conflits parce qu'il n'y a pas de valeur vraie et de valeur fausse. Autrement dit, il n'y a pas, si vous voulez, cette conception de l'agonisme repose sur une méta-éthique cognitiviste, émotiviste, pardon, non cognitiviste. On ne peut pas connaître les valeurs. On ne peut pas savoir ce qui est bon en soi. On ne peut pas savoir ce qui est juste en soi. Et ce cognitivisme, vous le trouvez déjà dans le dialogue, dans le dilemme de Platon, ce que Platon appelle le Tryphon, un dialogue de Platon où Socrate demande à Eutryphon, est-ce que le saint est saint parce qu'il est aimé des dieux ou est-ce que les dieux aiment cet homme parce qu'il est saint? Si on dit cette personne est sainte parce qu'elle est aimée des dieux, ça veut dire qu'il n'y a pas de sainteté en soi. Elle est sainte parce que c'est les dieux, dans leurs opinions subjectives, qui la considèrent comme sainte. Il n'y a pas de sainteté en soi. Émotivisme, c'est ça l'émotivisme, c'est ça le non-cognitivisme. Si au contraire, vous considérez que les dieux aiment cette personne parce qu'elle est sainte, ça veut dire que vous présupposez qu'il existe une sainteté en soi. Donc là, c'est le cognitivisme, l'illusion cognitive. C'est le juste naturalisme. La première option, c'est plutôt le positivisme, le relativisme. Toutes les valeurs se valent, nul ne peut savoir quelle est la valeur qui est la bonne et quelle est celle qui est la mauvaise, et donc, les valeurs étant subjectives, on ne peut résoudre le conflit que par la force. En l'occurrence, en démocratie, c'est la force numérique. Bien. Donc, l'agonisme correspond dans le dilemme de le Tryphon de Platon, à la première alternative qui consiste à dire cette personne est sainte parce qu'elle est aimée des dieux. Autrement dit, il n'y a pas de sainteté en soi. Nul ne sait ce qui est saint en soi. Et cela correspond à l'émotivisme de Hobbes, selon qui c'est l'autorité et non la vérité qui fait loi. Cet émotivisme, ou ce non-cognitivisme, cette métaéthique non-cognitiviste, était l'esprit qui animait l'agonisme avant la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire avant la fameuse fin de l'histoire, c'est-à-dire au bon vieux temps du clivage entre la gauche et la droite, entre le socialisme et le capitalisme, l'agonisme. Bien. Et c'est un conflit dans lequel, en fait, les protagonistes, tout en sachant qu'ils ne seront jamais d'accord, et tout en sachant que la raison ne peut pas arbitrer leur conflit, se respectent néanmoins réciproquement. Ils se considèrent comme légitimes. C'est-à-dire qu'ils considèrent que l'autre
est légitime à participer au jeu, au conflit. Il est reconnu institutionnellement comme légitime. Donc, c'est un conflit qui est très démocratique, finalement. C'est un conflit qui, bien que opposant des protagonistes qui ne seront jamais d'accord, est sain. C'est un conflit qui est sain. Inclusif, on pourrait dire. Bien. Autre est ce qu'elle appelle l'antagonisme. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui, depuis, grosso modo, 30 ans. La chute du mur, oui, 30 ans. C'est un conflit dans lequel les protagonistes ne se considèrent pas comme des adversaires, dit-elle, mais comme des ennemis. C'est-à-dire que ce n'est plus une démocratie adversariale, comme elle dit, mais c'est une démocratie entre ennemis. L'autre, c'est-à-dire qu'en fait, le conflit, si vous voulez, les protagonistes savent qu'ils ne seront jamais d'accord. Non seulement ils savent qu'ils ne seront jamais d'accord, mais en plus, ils ne se reconnaissent pas comme dignes de participer au jeu conflictuel. C'est exactement le conflit auquel nous assistons aujourd'hui entre, d'un côté, les tenants de ceux qui prétendent dire le vrai, et là je vise tous ceux qui se réclament du néolibéralisme, et qui entretiennent une illusion, cette fois-ci cognitiviste, c'est-à-dire il est possible de connaître ce qui est bien en soi et ce qui est mal en soi, et qu'est-ce qui est bien en soi? C'est le libéralisme. Et donc, dans le dilemme de Le Trifon, ils sont pour la thèse qui consiste à dire les dieux aiment cette personne parce qu'elle est sainte. Donc, nous devons aimer le libéralisme parce qu'il est la valeur vraie. Et donc, tous ceux qui contestent cette valeur qui est érigée au rang de vérité sont hors du cercle, ce fameux cercle de la raison, pour reprendre une expression d'Alain Minc en France, qui se faisait le tenant de ce noyau libéral qu'il appelait de ses voeux et qui doit transcender le clivage gauche-droite et qui doit réunir tous ceux qui sont dans la raison, dans le rationalisme. Ils sont hors du cercle, de sorte que ceux qui n'adhèrent pas à ces valeurs libérales ou néolibérales sont les ennemis. Et donc, ce que disait Chantal Mouffe, c'est que paradoxalement, les tenants du consensus, ceux qui sont obsédés par le consensus, et c'est en particulier le néolibéralisme, c'est-à-dire qu'il faut une démocratie associative et non pas dissociative. Il faut éliminer le conflit, parce qu'il y a des valeurs qui sont cautionnées par la raison. Paradoxalement, ceux-là même qui défendent, qui sont obsédés par le consensus, autrement, en gros le social-libéralisme qu'incarne Emmanuel Macron en France ou certaines formations en Angleterre, en Allemagne dans les années 2000 qui avaient abandonné le peuple pour s'adapter aux contraintes du néolibéralisme. Je pense par exemple à la social-démocratie de Gerhard Schröder ou de Tony Blair en Angleterre ou de Bill Clinton aux États-Unis. Tous ceux qui sont obsédés par ce consensus, son livre s'appelle L'illusion du consensus, paradoxalement alimentent l'antagonisme. C'est-à-dire que, si vous voulez, ça qui est intéressant, c'est qu'il y a ceux qui ne veulent plus de l'agonisme, ceux qui ne veulent plus du conflit, ceux qui ne veulent plus réduire la démocratie au conflit, parce qu'ils estiment ou ils feignent d'estimer qu'il y a des valeurs qui sont cautionnées par la raison, alimentent le pire, c'est-à-dire l'antagonisme. Et le conflit ami-ennemi, dont on sait qu'il était le conflit idéalisé par Carl Schmitt. Et d'ailleurs, on a reproché à Chantal Mouffe de se servir de Carl Schmitt pour expliquer sa conception de la démocratie, mais en réalité, non. Elle pense avec Schmitt contre Schmitt, c'est-à-dire qu'elle utilise ce que Schmitt disait pour dénoncer le conflit ami-ennemi. C'est-à-dire qu'elle se réclame plutôt de Hobbes, de Thucydide, de Machiavel ou de Max Weber.
qui considère que, ou de Julien Freund d'ailleurs, il fut le traducteur français de Carl Schmitt, il considère que l'essence du politique, c'est d'ailleurs le titre de la thèse de Freund, pas Freud, Freund, Julien Freund, le titre de la thèse de Freund, qui a été soutenue en Sorbonne dans les années 60, devant Raymond Aron, qui est dans le jury, s'appelle l'essence du politique. Et Julien Freund disait, se réclamant en cela de Max Weber, alors c'est vrai qu'il a été traducteur de Carl Schmitt, mais il se réclamait de Max Weber, de Hobbes, de Machiavel, l'essence du politique, c'est le conflit. Eh bien, toutes celles et ceux qui se réclament du néolibéralisme aujourd'hui et qui sont obsédés par le consensus néolibéral en disant il faut arrêter le conflit, il faut gouverner au centre et il faut une démocratie associative, eh bien, paradoxalement, alimentent l'antagonisme puisqu'ils promeuvent un idéal qu'ils érigent au rang de vérité, de sorte que quiconque conteste cet idéal est considéré comme un affreux ennemi qui n'a rien compris ou qui est dans les enfers ou qui se situe dans les marges non comestibles du populisme. Et donc, alimente l'antagonisme. Donc, voilà le contexte, si vous voulez, géopolitique dans lequel nous nous trouvions au moment où Emmanuel Macron avait accédé à l'Élysée. C'est-à-dire qu'il incarnait tout à fait cette illusion du consensus qui correspond un petit peu d'ailleurs à l'illusion fukuyamienne de fin de l'histoire, qui a eu pour conséquence tragique le retour tragique de l'histoire. D'ailleurs, aujourd'hui, on ne cesse, et même Emmanuel Macron l'avoue, il y a un retour tragique de l'histoire. On le voit, on l'a vu avec la pandémie, on le voit avec la guerre russo-ukrainienne aujourd'hui. Il y a un retour de l'histoire, mais sur un mode qui n'est plus agonistique comme il l'était avant, mais qui est antagonistique, c'est-à-dire un clivage qui est beaucoup plus volcanique, si vous voulez, qui est beaucoup plus volcanique, parce que justement, en voulant transcender le clivage gauche-droite, on remarque que du coup, l'alternative, c'est quoi? C'est le populisme. Autrefois, au bon vieux temps du clivage agonistique entre la gauche et la droite, quand un camp ne suscitait plus la confiance populaire, on savait très bien que l'alternative c'était le camp d'en face, et c'était une alternative qui était dans le jeu démocratique, comme je vous l'ai dit. L'agonisme, c'est-à-dire que les protagonistes se considèrent comme légitimes. Maintenant que le clivage gauche-droite a été en quelque sorte explosé par cet idéal consensualiste qui se réclame de la raison, l'alternative est beaucoup plus inquiétante. C'est l'alternative identitaire, nationaliste, populiste, voilà. C'est l'antagonisme. Donc voilà pourquoi, si vous voulez, l'idéal épistocratique est chargé de menaces, c'est-à-dire qu'il alimente le ressentiment et donc un clivage qui n'est plus agonistique, mais qui est antagonistique. Alors, évidemment, je ne suis pas là pour critiquer quiconque se réclame de la science. Je suis un rationaliste, je suis un fidèle héritier des Lumières, je me réclame toujours de Condorcet, des Lumières, je suis tout à fait dans une optique, si vous voulez, qui consiste à considérer que le XVIIIe siècle a émancipé l'humanité des préjugés. Je me réclame de la pensée d'Emmanuel Kant, sapere aude, ose croire, ose savoir par toi-même, déleste-toi des préjugés, accède au savoir. Je considère qu'il est important que le politique s'appuie sur le savoir pour prendre des décisions politiques. Et d'ailleurs, la thèse contraire qui consiste à dénigrer la science, c'est celle qui a été alimentée par les tribuns populistes pendant la pandémie, qui considéraient que les experts étaient des élites corrompues, etc. Bon, non. Je ne dis surtout pas qu'il faut négliger le savoir scientifique, mais ceux que je mets à l'index ou ceux que je pointe du doigt j'ai tenté de pointer du doigt dans cette recherche, c'est qu'il faut faire attention à ce que le politique n'instrumentalise pas la science pour justifier, habiller, maquiller, dissimuler un idéal politique qui, lui, en tant que tel, n'est pas scientifique, qui est un idéal politique. Et c'est ce que j'appelle le sophisme épistocratique. Alors, il se trouve que ce colloque ayant été organisé en 2017, comme très souvent, les collègues, vous savez, quand vous organisez des colloques, les collègues sont pas tous très ponctuels dans la remise de leur version écrite. Et donc, parfois, vous avez beaucoup de collègues en retard, et c'est pour ça que la publication traîne. Et
j'ai attendu longtemps que tous mes collègues me rendent leur texte, de sorte que j'ai attendu 5 ans. Il a fallu attendre 5 ans pour que le colloque soit publié. Mais finalement, ça tombe très bien, puisque je suis très content. 5 ans après, c'est au moment où nous sortions d'une pandémie. Et je me suis dit, c'est très bien, mon colloque sort juste après la pandémie, et comme ça, tout le monde va dire, mais c'est prophétique. L'épistocratie, elle a été mise en œuvre. Hein. On a vu, effectivement, pendant ces 2 années de Covid, combien le savoir et le pouvoir ont été étroitement associés. Et je me suis dit, mais finalement, tout ce que j'avais pressenti avec l'accession de Macron à l'Élysée et avec ce triomphe de l'illusion de la fin de l'histoire qui fait le deuil du clivage agonistique et qui le remplace par un clivage antagonistique beaucoup plus dangereux entre ceux qui se réclament du savoir et puis les autres qui ne savent rien et qui sont dans le ressentiment populaire, populiste. Finalement, tout cela s'est réalisé puisqu'on a eu une épistocratie presque en acte avec la pandémie. Alors, si vous me permettez, je voudrais vous donner mon sentiment sur, avec le recul historique que nous avons maintenant que la pandémie est terminée, est-ce que la catastrophe a bien eu lieu? Est-ce qu'on a bien assisté à un pouvoir des sachants, des savants? Autrement dit, est-ce que le risque épistocratique que j'avais plus ou moins vis-à-vis duquel j'avais plus ou moins mis en garde, c'est réalisé? Alors, je vous répondrai de façon nuancée. Si vous me permettez, hein, si j'ai encore le temps, hein, je ne sais pas combien de temps. Hein? Quelques minutes. Quelques minutes, bon. Je dirais qu'il y a bien eu instrumentalisation du savoir par le politique. Donc, il y a bien eu sophisme épistocratique. Les politiques se sont servis des scientifiques pour dissimuler ou pour justifier les mesures liberticides qu'ils ont prises. Mais en revanche, le scientifique n'a pas usurpé le pouvoir au politique. Et le politique a donc su garder intacte sa souveraineté. Donc, je dirais que la démocratie a payé très cher cette étroite association entre le savoir et le pouvoir. Elle a payé un très lourd tribut parce que le politique s'est servi de la science pour qu'il n'y ait pas de débat et pour justifier des mesures liberticides, confinement, télétravail, etc., etc. Mais en revanche, la souveraineté, elle est restée intacte parce que le politique a su garder ses distances. Alors, je vais vous donner quelques exemples, si vous me permettez, et puis j'en terminerai là pour ouvrir la discussion. Voilà. Il y a bien eu sophisme épistocratique en France. 2 exemples. L'affaire des... Alors, je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu les actualités françaises, mais pendant la période, l'affaire des élections municipales et l'affaire des masques. Les élections municipales, c'était au début de l'épidémie. Nous étions en mars 2020. C'était juste avant le confinement. Il y avait une question qui se posait. Est-ce qu'on organise le scrutin? Est-ce qu'on laisse les gens aller voter au risque que le virus flambe, qu'il y ait une contamination? On ne savait pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on reporte ou pas? On savait qu'à l'époque, l'opposition de droite voulait absolument qu'il y ait le scrutin, parce qu'elle savait qu'elle allait les remporter, ces élections municipales. Donc, elle voulait absolument qu'il y ait le scrutin. Gérard Larcher, qui était le président du Sénat à l'époque, voulait qu'il y ait... Bon. Et donc, Emmanuel Macron s'est dit, si j'interdis le scrutin, je vais passer pour un dictateur. Et donc, pour sauvegarder ma légitimité, je vais dire oui, organisons les élections. En fait, c'est pour des raisons politiciennes. Hein. Mais il a invoqué les médecins. Les médecins nous disent il n'y a pas de risque. Il se trouve qu'ils ont commis une erreur, puisque après le scrutin, il y a eu une flambée des cas de Covid. Ça a été un conseil erroné. Mais, voyez-vous, le savoir a été instrumentalisé à l'appui d'une décision qui était en réalité motivée par des raisons purement politiciennes.
sophisme épistocratique. L'affaire des masques, c'est la même chose. L'affaire des masques. On a dit au début, ce n'est pas la peine de porter le masque dans la rue, ça ne sert à rien. Et c'est les médecins qui le disent. Et les médecins, ils ont fini par changer d'avis après. En réalité, la vraie raison, c'est qu'il y avait une pénurie des stocks. En France, on n'avait pas assez de stocks parce on les avait tous détruits, les stocks, suite à une mauvaise expérience 10 ans auparavant, quand on avait fabriqué beaucoup de masques pour lutter contre le H1N1, mais il se trouve que l'épidémie du H1N1 n'a pas eu lieu, et donc on a estimé qu'on a gaspillé en fabriquant plein de masques, et on a fini par les jeter. On n'a pas avoué qu'il y avait une pénurie de stock, alors on a dit, là, les médecins nous disent, ça sert à rien. Instrumentalisation, voyez-vous, instrumentalisation du savoir pour justifier une mesure politicienne dont on ne veut pas avouer les vraies causes. Ce sont des causes politiques. Donc, il y a bien eu sophisme épistocratique, incontestablement. Et donc, la démocratie en a pâti. D'ailleurs, nous étions en état d'urgence. Et le Parlement ne légiférait pas. C'était que par ordonnance. Mais en revanche, je dirais qu'on a frôlé la catastrophe, mais il n'y a pas eu d'épistocratie. C'est-à-dire que les scientifiques n'ont pas usurpé le pouvoir. Pour la simple et bonne raison que, et là, je rends hommage à Emmanuel Macron et au pouvoir exécutif, je considère qu'ils ont bien géré l'affaire, ils ont su tenir une relative distance par rapport aux préconisations des scientifiques, auxquelles ils ont prêté une oreille attentive, mais ils n'ont pas agi sous la dictée des scientifiques. Par exemple, Emmanuel Macron, au mois de mai 2020, deux ou 3 mois après le confinement, a considéré qu'il fallait réouvrir les écoles parce qu'il faut permettre aux enfants, quelles que soient leurs origines sociologiques, quel que soit le niveau éducatif de leurs parents, aient accès au même savoir que les enfants issus de familles aisées. Il ne faut pas qu'il y ait d'inégalité face au savoir. Et donc, il a privilégié l'égalité sur l'impératif sanitaire. Il a pris ses distances vis-à-vis des médecins qui, eux, disaient non, il faut laisser les écoles fermées, c'est dangereux. Il a su aller au-delà de considérations strictement sanitaires. Donc, le souverain, là, l'auctoritas, comme dirait Hobbes, a su trancher indépendamment des préconisations du savoir. Il a écouté les sachants, mais il n'a pas légiféré sous leur dictée. Et puis ensuite, dernier exemple, au moment du troisième vague ou la 4e vague, l'exécutif Emmanuel Macron a décrété un 3e confinement, mais pas aussi strict que celui que préconisaient les scientifiques. Et notamment Jean-François Delfrécy, qui était le président du conseil scientifique. Pas aussi strict, de manière beaucoup plus graduée, en comptant sur les espoirs de la vaccination, etc. Donc il a su, voyez-vous, tenir distance. Et là, et ça sera ma conclusion, si vous voulez, le pouvoir exécutif, Emmanuel Macron, le président de la République, le gouvernement, ont très bien, sans le savoir bien entendu, enregistré les leçons de Thomas Hobbes. On revient à Thomas Hobbes, qui est notre gage anti-épistocratique. Thomas Hobbes, c'est celui qui dit dans le Léviathan, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'autorité et non la vérité qui fait loi. Ce n'est pas les sachants qui font la loi. Les sachants, il faut les écouter, mais ce n'est pas eux qui font la loi. Celui qui fait la loi, c'est le Léviathan, c'est le souverain. Ce n'est pas le magistrat non plus, ce n'est pas celui qui incarne le savoir juridique, c'est le souverain. Bien. Outre cette phrase qu'on lui prête, et qui n'est pas un apocryphe, hein, c'est tiré du chapitre 14 de Léviathan, a auctoritas sed non veritas, outre cet adage, il en est un autre, disons une distinction qui est très importante et sur laquelle je voudrais attirer votre attention pour terminer. C'est la distinction que Hobbes fait entre ce qu'il appelle la lex naturalis et le ius naturale, la loi naturelle et le droit naturel. C'est quoi cette distinction? La loi naturelle, commençons par le ius naturale, le droit naturel. Le droit naturel, c'est un postulat métaphysique, a priori, c'est-à-dire avant toute expérience, que l'on formule de façon universelle, en faisant comme si nous étions tous libres et égaux. Nous avons tous des droits. Nous avons tous des droits subjectifs absolus. Droit de
de propriété, droit de réunion, jusqu'au droit de tuer même. On a le droit de tuer son prochain pour sauvegarder ça, pour survivre, si jamais on est en danger, ce qu'on appelle la légitime défense. Nous avons des droits subjectifs. Et ces droits, encore une fois, ne reposent pas sur l'expérience, ils ne reposent pas sur la science, ils sont métaphysiques, au sens que lui prêtera Emmanuel Kant, c'est-à-dire produit de la raison pure pratique, qui consiste à énoncer ce qui doit être. Hein? Idéalement, faisons comme si nous étions libres, faisons comme si nous étions égaux. Ça s'appelle le jus naturel. Et puis à côté, il y a ce qu'il appelle la loi naturelle, la lex naturalis. Qu'est-ce que c'est la loi naturelle? Ce n'est pas la même chose. La loi naturelle, c'est un énoncé anthropologique, pour le coup scientifique, qui repose sur l'expérience et qui énonce que si chacun use de son droit naturel, de son jus naturale, de façon absolue, il n'y aura plus de droit naturel. Parce que les gens vont s'entretuer les uns les autres, il va y avoir un entrechoc entre droits subjectifs, ce sera le chaos. Et donc, nous avons tous intérêt à déléguer nos droits naturels au Léviathan pour le sauvegarder. Donc, nous avons tous intérêt, dit cette loi naturelle, à restreindre nos droits naturels pour les sauvegarder. C'est-à-dire que nous avons tous intérêt à signer le contrat social, la loi du Léviathan. D'accord? Sans quoi, il n'y aura plus de droit naturel. Mais ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est que cet énoncé-là, il dit que, deux points ouvrez les guillemets, si nous usons de façon absolue de nos droits naturels, il va y avoir le chaos, l'homme est un loup pour l'homme et ce sera le chaos. Et donc, nous avons intérêt à les réglementer. Cet énoncé-là ne prescrit rien, il décrit, il instruit, il éclaire le savant, il éclaire les individus, mais il ne prescrit rien. C'est une loi anthropologique. Il n'énonce pas ce qui doit être. Il n'énonce pas ce qui est. Autrement dit, il n'y a pas de fatalité normative. Si les hommes veulent rester dans le chaos, si les hommes préfèrent l'anarchie et la guerre de tous contre tous, eh bien, qu'à cela ne tienne, qui reste là. Autrement dit, le contrat social, c'est-à-dire l'acte par lequel nous allons restreindre nos droits au profit du Léviathan, est un acte de pure liberté, un acte souverain. C'est en cela que Hobbes est positiviste. C'est-à-dire qu'il applique sans le dire la loi de Hume, parce que Hume viendra après. D'un être, la loi naturelle, qui est une loi anthropologique, il n'infère pas un devoir-être. Ce n'est pas parce que la loi naturelle énonce cela que nous sommes obligés de sacrifier nos droits naturels. On va dire qu'il n'y a pas de fatalité normative. On ne peut pas inférer une conclusion normative à partir d'une prémisse indicative, dira David Hume. Autrement dit, le contrat social, la loi positive, celle qui restreint nos libertés, n'est pas une fatalité normative. Le savant ne fait qu'éclairer. Eh bien, quand je contextualise cette belle distinction, lex naturalis, jus naturale de Hobbes, dans le contexte pandémique que nous avons vécu, la loi naturelle de Hobbes, c'est la loi des épidémiologistes qui nous disait si on ne prend pas de précautions, il y aura 500 000 morts. Bien, c'était l'épidémiologiste anglais Neil Ferguson qui avait dit ça au mois de mars 2020. Il disait en France, si vous ne prenez pas de mesures, vous aurez 500 000 morts en 15 jours. Bon, ça c'est la loi naturelle. Mais le souverain est totalement libre d'estimer que c'est un jugement de réalité pour parler comme Durkheim. Mais le souverain, lui, est totalement libre de faire un choix entre est-ce que nous sacrifions la santé mentale des jeunes en fermant les boîtes de nuit et en fermant les universités pour sauvegarder la santé physique des vieux, pour faire en sorte que les vieux ne meurent pas tout de suite, enfermons les jeunes. Ou bien au contraire, laissons mourir les vieux, après tout ils sont vieux, ils ne servent à rien, et l'avenir c'est la jeunesse, et sacrifions la santé physique des vieux sur l'autel de la santé mentale des jeunes. Et donc, laissons ouvertes les boîtes de nuit, laissons ouvertes les universités et ne causons pas de préjudice à la jeunesse. Ça, c'est un choix normatif. Il n'est ni vrai ni faux. C'est un jugement de valeur, pour parler comme Durkheim. Ça, c'est le prince, c'est l'autorité.
qui tranche, ce n'est pas le savant. Autrement dit, le savant ne fait qu'éclairer, et ensuite le politique tranche. Quand le médecin vous dit, si vous fumez, vous aurez le cancer dans 30 ans, bon, d'accord, vous m'avez éclairé, docteur, parfait, mais le médecin ne dit pas, n'interdit pas à son patient de fumer. Si le patient préfère le plaisir du tabac et au risque de sa vie, qu'à cela ne tienne, voilà, l'adage « fumer tue » sur les paquets, ça n'est qu'un adage scientifique, ce n'est pas un adage normatif. On dit, voilà, c'est ça, le cœur, si vous voulez, de la démocratie, c'est que le scientifique, tout en éclairant, ne doit pas usurper le pouvoir normatif, il ne fait qu'énoncer des jugements de réalité, mais pas des jugements de valeur. Et ça, je crois que, compte tenu du comportement de nos gouvernants, en tout cas en France, cette séparation obésienne entre loi naturelle et loi positive a bien été respectée. Nous sommes restés dans une démocratie digne de ce. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie beaucoup pour cet éclairage qui, je pense, complète bien finalement la présentation qui avait été faite par Madame Koubou au départ, puisque là, on a analysé plutôt l'essence du pouvoir d'un point de vue de la philosophie du droit, précisément, ce qui est votre spécialité. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, vous soulignez en quelque sorte des évolutions un peu paradoxales presque, puisque d'un côté, quand on parle de l'épistocratie, on peut même dire que dans une certaine mesure, on pourrait croire qu'il s'agit d'un idéal en tout cas si on se place dans la tradition française, de la méritocratie telle qu'elle a été définie au XIXe siècle. Et puis finalement, ce que vous montrez, en montrant un petit peu les dangers que comporte ce modèle, vous montrez que l'épistocratie telle qu'elle a été aujourd'hui utilisée, en tout cas théorisée par le politique, évolue finalement vers une sorte de retour en arrière, c'est-à-dire une sorte de religion presque du pouvoir. Et on a l'impression que Katharina, vous avez dit qu'il n'y a pas de politique sans la science, tel qu'on le dit aujourd'hui. On a l'impression presque, comme on disait encore une fois au XVIIe siècle, à l'époque des confessions, il n'y a pas de pouvoir sans religion. Et en fait, on a l'impression que là, justement, vous montrez que la science, telle qu'elle est utilisée, ou les dangers en tout cas qu'elle pose, devient une forme de dogme, précisément ce qui n'est pas discuté, ce qui est une sorte de postulat. Et c'est ça que moi, j'ai trouvé particulièrement intéressant. Alors, comme nous n'avons pas beaucoup de temps, évidemment, je vais laisser la parole au public également pour les questions. Simplement, pour lancer le débat, je poserai une question de moi-même et puis on va rassembler les questions. Donc, peut-être pour revenir sur la pratique juridique, profitant du fait que nous sommes aujourd'hui à l'Institut des sciences juridiques et pour revenir un peu sur la pratique, je me demandais aussi si, dans cette évolution que vous avez constatée au cours des dernières années, est-ce que ces tendances épistocratiques, pourrait-on dire, ont aussi créé de nouvelles sources du droit? Est-ce que désormais le droit, par exemple, se crée en faisant davantage appel à la science? Est-ce qu'on peut concevoir quelque chose dans ce sens-là? Voilà, donc moi pour l'instant, je m'arrête sur cette question et évidemment, j'ouvre le débat pour le public. Si certains d'entre vous ont des questions, Alors, je ne sais pas si j'ai le droit, mais j'aurais 2 questions et une toute petite remarque. Je vais essayer de faire rapide. Après, on n'est pas obligé de répondre à tout, hein, mais ma première, c'est un tout petit peu peut-être provocateur, mais je me pose la question si une partie de cette critique ne peut pas être vue dans la continuité du travail de Marcuse 60 ans plus tôt sur l'homme unidimensionnel et l'absence de choix qui est présenté voilà, bon, ça c'est la première. La seconde, si j'ai bien compris, donc vous avez très bien montré l'utilisation par vous parlez d'un changement d'une opposition qui était droite-gauche et qui devient libérale populiste, si j'ai bien compris, et on a vu de manière assez critique, on a pu être convaincu de l'utilisation de la science par les forces libérales. Et maintenant, je me pose la question, qu'est-ce qu'il en est des populistes? Parce que c'est vrai qu'en Europe centrale, on arrive parfois à voir, il y a des forces qui veulent pas seulement utiliser la science, mais voir la mettre sous domination, s'y insérer. C'est des choses qu'on a l'impression qui sont bien plus fortes du camp populiste que du camp libéral, parfois. C'est peut-être une illusion. Hein, et voilà. Mais donc, quel est votre sentiment sur le sujet? Ah oui, j'ai oublié de remercier pour les 3 interventions, j'ai trouvé formidable. Et la dernière remarque concerne la toute fin de votre
exposé où vous avez parlé de la Covid. Et moi, j'ai observé tout ça un peu en amateur, mais je me rappelle qu'il y avait en France la querelle des médecins français entre le médecin Raoult, je crois, dans le sud. Il y avait le Montagnier qui avait son prix Nobel. Et il y avait eu un autre prix Nobel dans le conseil scientifique, etc. Et il y avait une lutte des médecins qui utilisaient les médias ou qui étaient utilisés par des médias pour. Et puis, il y a eu tout un tas de Français qui faisaient un choix politique de la théorie scientifique à laquelle ils croyaient. Donc, avec les réseaux sociaux, etc. Donc, il y a eu vraiment, il y a eu un petit peu quand même mes alliances du côté même, je ne sais pas si c'est démocratie, science, mais il y a eu quelque chose quand même d'incroyable que je n'avais pas remarqué plus tôt. Voilà, je m'arrête là. Dziękuję bardzo. Ja chciałem zapytać, czy zwrócić uwagę na taką kwestię bardziej taką może związaną z systemami rządów, z tym takim twardszym może kontekstem funkcjonowania systemu politycznego. Mianowicie, czy nie jest trochę tak, że to pojęcie epistokracji jest taką kontynuacją pod pewnymi względami dwóch procesów. Z jednej strony racjonalizacja parlamentaryzmu, która powodowała, że delegitymizowano parlament, parlament tracił swoją pozycję jako centrum polityczne, centrum dyskusji politycznej. Pojawiła się silna władza wykonawcza i tutaj ta władza wykonawcza chciała działać szybko, chciała działać skutecznie, miała różne procedury, tutaj różne w tym momencie komitety, komisje uczonych, rady medyczne i tak dalej są pewną kontynuacją tego sposobu myślenia. Wpisują się w ten taki mechanizm szybkiego podejmowania decyzji, gdzie parlament, legitymacja nie jest potrzebna, bo szukamy tej legitymacji gdzie indziej, niekoniecznie w samym parlamencie. I z drugiej strony to wykorzystywanie naukowców też trochę tendencyjne na zasadzie słuchamy tych, którzy nam są potrzebni, których chcemy posłuchać, dlatego że będą wspierać nasze wcześniejsze założenia i nasze cele polityczne, jak choćby właśnie kwestia, nie wiem, wyborów municypalnych we Francji i nie ma zagrożenia medycznego, tak, i możemy te wybory przeprowadzić, bo to się wpisuje w jakiś tam nasz kontekst polityczny, nasze potrzeby polityczne. I tutaj drugie pojęcie demokracji uzbrojonej, demokracji opancerzonej, militant democracy, ta koncepcja Liebensteina, gdzie no właśnie chcemy wyeliminować tych, którzy stanowią potencjalne zagrożenie dla samego porządku demokratycznego, czy to trochę nie jest tak, że właśnie to pojęcie epistokracji służy temu, żeby no właśnie, tak jak mówimy tutaj, ten podział populiści i ci, którzy są przeciwko takiemu myśleniu populistycznemu, czy to nie jest tak, że właśnie tutaj ta druga warstwa to zawężenie pola dyskusji poprzez takie właśnie selektywne korzystanie z naukowców, takie może nie eleganckie porównanie, ale relacja między politykiem a naukowcem czy nauką, do czego politykowi potrzebna jest nauka, mniej więcej do tego, do czego pijakowi latarnia, nie żeby się tym oświetlić, tylko żeby się tym podeprzeć. I tutaj te mechanizmy w ten sposób zaczynają działać. Czy nie mamy tu jakiejś takiej właśnie kontynuacji tych dwóch procesów? Racjonalizacja parlamentaryzmu i demokracja opancerzona, naukowcy przeciwko siłom populistycznym. Dziękuję bardzo. Donc, si vous voulez bien, je vais vous laisser répondre. Merci. Alors, la première question que vous avez posée sur est-ce qu'il n'y a pas aujourd'hui maintenant l'apparition ou l'avènement de la science ou de certains résultats de la science au rang de source du droit. On pourrait le considérer avec la montée en puissance de l'impératif écologique auxquels sont de plus en plus confrontés nos gouvernants et qui doivent prendre en compte donc les données de la science telles qu'elles résultent des experts, notamment le fameux GIEC, hein, le groupe inter, je ne sais plus comment ça veut dire sur le climat, enfin le groupement interétatique sur le climat.
il est incontestable que à l'heure de l'Anthropocène, l'Anthropocène d'ailleurs qui a démarré au moment du XVIIe ou du XVIIIe siècle, c'est-à-dire au moment des Lumières et au moment de l'explosion des droits subjectifs de l'homme et au moment de cette religion prométhéenne qui considérait que l'homme était maître et possesseur de la nature et qu'il était doté de droits subjectifs, eh bien, il se trouve que cet Anthropocène a des conséquences que les scientifiques révèlent aujourd'hui, qui fait qu'on va peut-être être obligé de restreindre nos droits subjectifs. Moins prendre l'avion, faire attention, davantage de sobriété énergétique, limiter nos déplacements peut-être, réduire donc les émissions de gaz à effet de serre, donc porter atteinte aux droits de propriété des grandes entreprises. Donc il y a toute une série de droits auxquels nous devrons peut-être renoncer ou que nous devrons restreindre en raison des révélations scientifiques que personne ne conteste aujourd'hui, sauf les climato-sceptiques qui sont de moins en moins nombreux. Et donc, on pourrait dire qu'effectivement, source du droit est apparue à travers cette montée de l'écologie et de l'impératif climatique. Et d'ailleurs, ça avait déjà été prophétisé par Hans Jonas dans le principe responsabilité, dans son grand œuvre des années 80-90, le principe responsabilité. Hans Jonas avait dit cela maintenant. Il faut tenir compte du risque révélé par les scientifiques. Et donc prendre des décisions, non pas sous la dictée des scientifiques, mais qui doivent tenir compte des scientifiques. Donc, toujours pareil, hein, le scientifique, le politique ne doit pas agir sous la dictée. Il doit prêter une oreille attentive aux savants, mais il doit faire des choix. C'est l'autorité et non la vérité. Mais il n'empêche, voilà, la science est devenue de plus en plus importante dans l'entourage de l'univers politique, de l'univers normatif qui est en responsabilité et qui doit décider. L'autre question, c'est Herbert Marcuse. Alors, je ne sais pas très bien ce à quoi vous faites allusion, mais je pense que c'est l'homme. Il n'y a pas d'alternative, c'est ça? C'est-à-dire que l'homme unidimensionnel. Alors, je pense que ça correspond peut-être au paradigme socialiste, à savoir qu'il n'y a pas de. Parce qu'il n'y a pas qu'une épistocratie libérale, hein, il y a aussi une épistocratie socialiste. À savoir qu'il y a un idéal, le socialisme, qui doit faire advenir un homme nouveau et donc il ne doit pas y avoir d'alternative. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Moi, ce n'est pas Herbert Marcuse que je citerai, c'est Lénine. Il ne faut pas oublier que Lénine, il ne vient pas du peuple. Hein. Lénine, c'est un intellectuel. Bon, il n'a rien à voir avec ce qu'on appelait les narodniki, hein, qui étaient les gens du peuple, et le populisme est né de là, d'ailleurs. Le populisme est né des narodniki, c'est-à-dire les gens du peuple qui luttaient contre le servage et le tsar, mais qui ne se réclamaient pas du socialisme scientifique tel que le brandira le marxisme et Lénine. Hein. Et Lénine, le bolchevisme, il ne faut pas oublier que c'est une idéologie d'intellectuels minoritaires hein, qui ont imposé au nom du savoir des mesures drastiques terrifiante, jusqu'au goulag et à la mise à mort des gens hein, qui étaient contre, au nom de la science. Donc le marxisme-léninisme, c'est une épistocratie. Tout comme le nazisme est une épistocratie. Puisque le nazisme, comme l'a avoué lui-même Hitler dans Mein Kampf, c'est une biologie appliquée. C'est le terme que Hitler, la formule qu'Hitler emploie, c'est ça. Biologie appliquée. C'est-à-dire le nazisme a instrumentalisé la biologie pour promouvoir ces théories affreuses de hiérarchie entre les races, etc., et d'élimination de ceux qui ne correspondent pas à des critères, à des dogmes, à des mesures de crâne et tout. Il y a tous ces Mengele, tous ces grands biologistes et médecins ont été instrumentalisés par le pouvoir. Donc, il n'y a pas que le libéralisme, hein, quand même. Hein. Je ne vise pas que le néolibéralisme, ce péril épistocratique. Populisme et science. Alors, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Autant il y a un risque que les élites néolibérales instrumentalisent le savoir et en particulier la science économique pour faire croire que toute alternative est dans l'erreur. There is no alternative, pour reprendre le slogan de Margaret Thatcher. Autant les élites, donc, autant il y a un risque que les élites instrumentalisent la science.
autant aussi les populistes instrumentalisent aussi la science. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle le complotisme, ceux qui nient des évidences scientifiques en faisant croire que derrière ce que disent les scientifiques, en fait, il y a des choses qu'on nous cache, etc. Les complotistes, ils sont toujours très difficiles à contredire parce qu'ils utilisent aussi des arguments de type scientifique. Et ils sont persuadés qu'ils ont raison. Alors, ils agissent de façon dogmatique, mais ils ont toujours, à chaque fois qu'on leur réplique, ils ont toujours une contre-réponse en se réclamant de tel ou tel scientifique qui a dit ceci ce jour-là. Et ça, c'est alimenté par les réseaux sociaux. Internet a beaucoup de conséquences nocives puisque chacun croit qu'il a sa vérité. J'ai lu un sondage il n'y a pas très longtemps. En France, 20% des jeunes pensent que la Terre est plate. Ils sont convaincus que les idées de Copernic et tout, c'est des trucs d'élite qui cachent qu'il y a un complot. C'est quand même affolant. Et c'est beaucoup plus qu'il y a 40 ans. Et ça, c'est Internet. Ça, c'est à cause des réseaux sociaux. Le fait qu'il n'y ait pas de hiérarchie, comment dirais-je, de sélection entre la valeur des articles, entre la valeur, tout. Voilà. Ça, c'est inquiétant. Les médecins, effectivement, pendant la pandémie, les médecins n'étaient pas d'accord. Mais c'est justement parce qu'ils n'étaient pas d'accord que ce serait dangereux que le politique instrumentalise la science. Parce que le virus de la Covid, c'était un virus que personne ne connaissait. Donc, à la limite, c'était dangereux d'instrumentaliser la science parce que ce n'était pas tellement la science, c'était la recherche qu'on instrumentalisait. C'est-à-dire, la recherche, c'est quoi? C'est la science en train de se faire. Ce n'est pas des connaissances qu'on avait. On ne le connaissait pas, le Covid. Donc, on tâtonnait. Donc, il était périlleux, audacieux et même téméraire d'instrumentaliser un savoir qui était en chantier, en quelque sorte. Il était d'autant plus dangereux d'instrumentaliser la science que cette science n'avait pas trouvé son consensus. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un paradigme consensuel, comme dirait Thomas Kuhn. Thomas Kuhn, il raisonne en termes de paradigme, et un paradigme en chasse un autre quand il y a un consensus entre les savants. Il n'y avait pas de consensus encore autour de la Covid, parce que c'était un virus que personne ne connaissait. Ce n'était pas la science, c'était la recherche. Et la recherche, c'est la science en train de se faire. Et comme elle est en train de se faire, c'est encore plus illégitime que de l'instrumentaliser. Et c'est pour ça qu'il y avait des désaccords, effectivement. Il y avait Raoult contre la majorité des médecins à l'époque. Enfin, et donc le peuple, tous les populistes se réclamaient de Raoult pour dire on nous ment, on nous cache la vérité, le vaccin c'est dangereux, etc. Et c'est parce que justement on était face à un virus que personne ne connaissait au début et donc on ne pouvait pas se réclamer d'un savoir qui n'était pas encore fixé. Et puis, par définition, comme disait Karl Popper, le savoir, il ne connaît pas le vrai. C'est-à-dire que Karl Popper parle de quête inachevée. C'est-à-dire que la science, c'est une quête inachevée. C'est-à-dire qu'on cherche la vérité, mais on s'approche telle une asymptote de la vérité, mais on ne l'atteindra jamais. Et c'est pour ça qu'il y a des colloques, c'est pour ça qu'il y a des controverses scientifiques. La science, c'est le lieu de la controverse, par définition. C'est le lieu de la controverse. Elle avance par tâtonnement. Je ne sais plus qui c'est qui disait que la science, c'était une belle formule qui consistait à dire que en fait, la science, elle est le résultat d'une accumulation d'erreurs. Donc, par définition, la science, c'est le conflit. Or, quand le politique instrumentalise la science, il fait croire que l'idéal qu'il veut imposer est cautionné par la certitude. Mais justement, le propre de la science, c'est l'incertitude. C'est le scepticisme. Donc, c'est d'autant plus inopportun d'invoquer la science pour faire croire que telle mesure est incontestable que justement, la science fait partie d'un univers critique basé sur l'incertitude. Pour répondre à vos questions, chers collègues, alors, oui, vous avez évoqué la rationalisation du parlementarisme.
Je pense qu'effectivement, la montée en puissance du spectre épistocratique, de cette tendance des politiques à instrumentaliser le savoir pour dissimuler, pour justifier des mesures, est parallèle à ce déclin du parlementarisme. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les grandes démocraties contemporaines, on assiste à un reflux, à un recul du Parlement et à une montée en puissance des exécutifs. Ça a été très bien analysé en France par Pierre Rosan-Vallon, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Le bon gouvernement », où il dit qu'il y a de plus en plus de démocraties maintenant où c'est l'exécutif qui tranche en lieu et place du Parlement. On a commencé par la France avec les décrets-lois, les ordonnances, mais il n'y a pas que la France. Et donc, je pense qu'il y a un parallèle à faire, effectivement, entre cette montée en puissance, non pas seulement du parlementarisme rationalisé, mais aussi de la technocratie. La technocratie, le système de l'Union européenne est tout à fait, marche de façon parallèle avec cette montée de l'épistocratie, puisque ce sont des organes pas toujours élus, indépendants, la Banque centrale européenne, par exemple. L'indépendance, j'ai l'impression que l'indépendance est un idéal qui a remplacé la responsabilité aujourd'hui, la responsabilité démocratique. Il y a beaucoup d'organes indépendants qui prennent des décisions, des aréopages d'experts. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait parallèle. La technocratie, ce n'est pas l'épistocratie. Parce que le nazisme, c'était une épistocratie, mais ce n'était pas une technocratie. L'épistocratie, c'est uniquement l'instrumentalisation du savoir. Mais très souvent, l'instrumentalisation du savoir, elle se produit dans des contextes technocratiques, notamment au niveau de l'Union européenne. Mais ce n'est pas la même chose. La technocratie, en fait, c'est le pouvoir des bureaux. C'est le pouvoir des gens qui ne sont pas élus, de manière générale. Avec l'épistocratie, on ajoute un élément qui est l'expertise, le savoir. Et donc, ces gens-là, ces petits hommes gris, comme le disent certains pour critiquer la technocratie, ils ajoutent le savoir pour combler le déficit démocratique dont ils souffrent. Et puis, pour terminer, vous parlez de démocratie blindée. Alors oui, ce terme est un peu fort, mais je le cautionne quand même. Il correspond à ce que je crois on appelle la démocratie militante. C'est-à-dire, dans des démocraties libérales, parfois, il y a des dispositions constitutionnelles qui sont là pour blinder la démocratie contre tous ceux qui la menacent, par exemple en interdisant des partis politiques. En Allemagne, je crois que le parti nazi est interdit. La démocratie se blinde, effectivement. Alors, c'est tant mieux, il vaut mieux ne pas donner la parole aux ennemis de la démocratie, mais attention, il ne faut quand même pas non plus museler les ennemis. Mais ça, c'est le problème, c'est parce que nous sommes passés dans une époque antagonistique, comme disait Chantal Mouffe, et non plus agonistique. À l'époque du bon vieux clivage gauche-droite, ce type de problème ne se posait pas. On n'avait pas à museler des ennemis, puisqu'il n'y en avait pas d'ennemis, il y avait des adversaires. Et donc, on débattait. Aujourd'hui, le conflit n'est plus politique, il est moral, ceux qui incarnent le bien et ceux qui sont dans le mal. Voilà. Et donc, il est antagonistique et il est dangereux. Et donc, il donne lieu à ce type de mesures qui consistent à interdire des partis qui sont dangereux. C'est le problème, voilà, c'est à cause de la fin de l'histoire, qui est un horizon soi-disant indépassable, où on voit un idéal qui incarne le bien, la raison, et donc tout ce qui n'est pas dans ce cercle de la raison est un affreux ennemi qu'on est obligé de museler, d'interdire, et donc on doit aboutir à ce type de mesures. Et il y a une autre, et je terminerai par là, il y a un autre exemple de blindage de la démocratie, c'est ce qu'on appelle la commission de Venise, c'est-à-dire la commission pour la démocratie par le droit. C'est une espèce d'aréopage d'experts du droit, et en particulier du droit constitutionnel, qui gravite autour de l'Assemblée du Conseil de l'Europe et qui donne des conseils aux États de l'Assemblée du Conseil de l'Europe, les 50 États du Conseil de l'Europe, en matière de démocratie et d'État de droit. Et voilà, s'il faut faire, pas faire, il faut une justice indépendante, il faut une séparation des pouvoirs, etc. Et certains États, alors c'est le cas de la Hongrie, c'est le cas de la majorité en Pologne aujourd'hui, ont tendance à considérer que ces experts de la Commission de Venise donnent des leçons un peu sous la bannière du savoir et donc pointent du doigt l'inclination épistocratique de cette Commission de Venise. Alors, bon, moi je suis pour l'État de droit, évidemment, je suis un libéral aussi,
mais je conviens qu'effectivement, il y a dans ce type de commission composée d'experts une manière de faire passer pour vrai un certain idéal qu'est l'état de droit et de reléguer dans le camp du mal tous ceux qui sont contre. C'est vrai qu'il y a là une forme de blindage de la démocratie. Merci. Je vous remercie énormément pour ces réponses précises, je pense aux questions. Malheureusement, par manque de temps, nous allons terminer ici, puisque nous avons déjà dépassé l'horaire qui était prévu, à moins qu'il y ait vraiment une question possible de la part de quelqu'un d'entre vous. Très bien. Dans ce cas-là, je remercie nos deux intervenants. C'était vraiment passionnant. Je pense qu'il y a encore plusieurs aspects que nous pourrions discuter. Et je remercie l'ensemble du public d'avoir été avec nous ici ce soir. Et je vous invite évidemment chaleureusement à suivre nos rencontres dans d'autres lieux et avec d'autres thématiques, mais avec des débats toujours aussi animés. Je vous remercie à tous.